Salut camarades! La dernière fois, on avait évoqué l'histoire d'un Normand érudit et tourné vers la religion. Et cette fois, j'aimerais revenir à ce qui est tout de même un petit peu plus retenu de leur histoire, la carrière militaire, et vous parler un peu des Normands, mais à la cour byzantine. De fait, lorsqu'à Constantinople, Bohémond, en 1097, demandera à Alexios Komnenos, dans le cadre de la première croisade, à être fait grand domestique d'Orient, chef des armées orientales de l'Empire, ça ne sortira pas de nulle part. Il n'est clairement pas alors le premier Normand à ambitionner de grandes responsabilités au sein de l'Empire. En effet, si on a l'habitude de parler de l'implantation des Normands aventureux ou exilés au sud de l'Italie, en Sicile et en Angleterre, on parle un peu moins souvent de ceux partis tenter leur chance au détriment de l'Empire romain d'Orient. Comme c'était déjà le cas en soi au sud de l'Italie, vous me direz. On parle donc un petit peu moins souvent par exemple de Robert Guiscard, parti dans les Balkans en 1081-1085, ou plus tard de son fils Bohémond et de son petit-fils Tancrède à Antioche durant la première croisade. Mais alors on parle encore moins de ceux qui sont partis faire carrière dans l'Empire, plus ou moins loyalement. Ainsi, en cette seconde moitié du XIe siècle, l'Empire n'est alors effectivement pas au mieux, en proie à bon nombre de menaces extérieures ainsi que de tensions internes. L'occasion rêvée donc, pour des mercenaires ambitieux et redoutablement efficaces comme les Normands, de trouver du travail. Voire plus. J'aimerais donc vous proposer de parler de trois d'entre eux, entre les années 1040-1070, Hervé, Robert Crispin et bien sûr le plus célèbre, Roussel de Bailleul, ce qui nous permettra de contextualiser l'histoire alors tumultueuse de l'Empire et l'établissement des Turcs en Anatolie, donc aussi de préparer un petit peu le terrain pour la vidéo à venir sur Alexios Komnenos, dont la première action militaire fut précisément de devoir arrêter Roussel, de rappeler aussi que les projets de Bohémond et plus largement de la première croisade étaient effectivement à inscrire dans une continuité plus ancienne de rapports déjà assez tumultueux entre les Francs et les Byzantins, et de montrer que si les Seldjoukides parviennent autant, ainsi que les autres Turcomans, à s'implanter finalement en Anatolie, c'est quand même pas mal de la faute des Byzantins et des Normands. Des os pas des os. Évidemment, avant de parler de nos trois larrons, il nous faut reparler un peu d'histoire byzantine. C'est logique. Pour la faire courte, début XIe siècle, l'Empire, sous la dynastie macédonienne, est en pleine bourre, en la personne notamment de Basileios de Bulgaroktonos, le tueur de Bulgares. Et comme son nom l'indique relativement bien, le machin est belliqueux parce que la force militaire de l'Empire est effectivement alors redoutable, reconquérant du terrain sur tous les fronts, notamment anatoliens, de la moitié du Xe siècle à la moitié du XIe, en gros. Ainsi, jusqu'à Basileios II, l'armée repose principalement d'une part, depuis le 7e siècle, sur l'armée des Themata, les Thèmes, qui était initialement une organisation militaire du territoire afin de fournir précisément des corps d'armée pour la défense des dits territoires, qui étaient alors principalement répartis en deux catégories, Occident et Orient. Orient se disant en grec Anatolé, ça vient pas de nulle part. D'ailleurs, les thèmes centraux d'Anatolie, au fur et à mesure des conquêtes à l'est et de la création de nouveaux thèmes et duchés pour défendre ces nouvelles frontières, ils vont progressivement se démilitariser et devenir plutôt des régions administratives, en gros. Mais bref, le recrutement de ces armées des Themata était donc assez simple. On refilait des terres dans ces Themata aux soldats en échange de la défense de celles-ci, de manière théoriquement héréditaire. Et d'autre part, la force militaire byzantine repose alors sur les tagmata, des corps d'armée permanents, souvent de 500 à 2500 gonzes, pour la plupart de la cavalerie, généralement fidèle à l'empereur, qui contrairement à l'armée des Themata pouvait être emmenée absolument partout, et même au-delà des frontières. Une armée composée de beaucoup de petites unités, de plus en plus d'origine étrangère au fur et à mesure du XIe siècle, et dont la loyauté justement va être de moins en moins assurée au fur et à mesure des troubles que va traverser l'Empire. Parce que de fait, à partir de Basileios II, cette organisation militaire va changer un peu. Déjà, en gros, les Themata étaient de moins en moins bien fournis ou entraînés, notamment avec l'avancée des frontières à l'est, et d'autre part, des révoltes d'aristocrates, souvent suivies d'une bonne partie des troupes et généralement originaires d'Orient, vont commencer à pointer le bout de leur nez. Il fallait donc pouvoir s'assurer de la fidélité et des combattants et des généraux. Et pour ça, les tagmata semblaient plus indiquées, soit qu'elles aient été composées par les empereurs parmi leurs soldats de confiance, soit, comme le généralisa de plus en plus Basileios, qu'elles soient formées de soldats étrangers, comme la garde Varègue apparaissant sous son règne avec les 6000 soldats envoyés par le prince des Russes, Vladimir, en 988,
pour faire face précisément d'ailleurs à des révoltes de généraux ayant mobilisé une bonne part des soldats de l'Empire. Ainsi, des soldats étrangers semblaient moins susceptibles de se mêler de politique byzantine. Pour l'instant. Qui plus est, si nous parlons aujourd'hui de mercenaires, auxquels nous pouvons attacher un sens parfois assez péjoratif, ça n'est pas le cas des auteurs byzantins, et donc a priori des Byzantins en général, alors même que le terme existe chez eux. Non, ils appellent plutôt ces guerriers soit des alliés, soit des étrangers, soit en fonction de leur origine géographique. Il ne semblait donc pas y avoir de réelle distinction militaire ou administrative entre les tagmata étrangers et les tagmata romains, qui étaient payés de la même manière, etc. Seule la loyauté à l'empereur comptait réellement. Bref, vu que l'Empire va ensuite pas mal morfler à partir en gros de la moitié du XIe siècle, ce que nous allons détailler, d'aucuns ont foutu ça notamment sur le dos de ce choix militaire, rejet des thémata, recrutement de tagmata étrangers. Mais comme souvent en histoire, cette simplification est assez loin de ce qui semble avoir été la réalité. De fait, il y a bon nombre de débats historiographiques sur le pourquoi du comment ça va se casser la gueule, avec souvent une réduction beaucoup trop simpliste du problème, autour notamment d'une opposition de l'aristocratie civile de Constantinople, le Sénat en gros, les milieux intellectuels de la capitale florissant au milieu du XIe siècle, à l'aristocratie militaire des provinces, dans les Balkans ou en Anatolie, une aristocratie plus bourrine et pragmatique, peu ravie de se voir prendre de haut par les premiers et de constater que les réformes militaires affaiblissent les thémata et donc les frontières. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. Ces deux pôles, s'il y en avait vraiment, étant en réalité profondément liés l'un à l'autre par une multitude de facteurs, de calculs politiques, d'alliances, de mariages, de conception de ce que devrait être la politique de l'Empire, notamment sur le plan militaire. Faut-il privilégier les thémata? Faut-il privilégier les tagmata? Faut-il privilégier les tagmata étrangers? Etc. Typiquement, on parle beaucoup au XIe siècle de familles d'aristocrates militaires d'Orient comme les Doukai ou les Komnenoi, qui sont certes des aristocrates originaires d'Anatolie, mais des parties les plus occidentales de celles-ci, donc loin de ce qui se passe vraiment aux frontières, et qui plus est, vivent la plupart du temps, voire tout le temps, à Constantinople, où tout se joue. Obtention de revenus, titres et faveurs, rivalité avec les autres familles, etc. Du coup, les opposer systématiquement à l'aristocratie civile de Constantinople, ça ne fait pas beaucoup sens. Mais c'est tellement plus facile de pouvoir ranger les choses dans des petites cases dualistes. Bref, en gros, on dit souvent que les soucis commencent à la mort en 1025 de Basileios II, bientôt suivi de la fin de la dynastie macédonienne directe. Lui succéderont son frère, Constantinos VIII, ses nièces Zoé et Théodora, et une flopée d'empereurs mariés à celle-ci. Empereurs qu'on a souvent considérés, de manière assez réductrice là aussi, comme assez médiocres, sous prétexte qu'ils n'ont pas pu empêcher les crises et pertes de territoire que va se taper l'Empire au XIe siècle. Mais vu l'étendue du bordel auquel ils devaient faire face, c'est facile à dire en arrivant après la bataille, et en oubliant, 1. Qu'ils ont eux aussi bien défendu, voire même encore agrandi l'Empire, et 2. Que certes l'Empire au Xe siècle s'est étendu de toutes parts avec succès, mais que du coup c'est pas facile à maintenir ensuite, conséquemment, que ce soit sur le plan financier, militaire ou même administratif. Typiquement, on a beaucoup critiqué le dernier d'entre eux, Constantinos IX Monomachos, régnant de 1042 à 1055, parce que les choses commencent sérieusement à mal tourner sous son règne, bien que ce soit aussi le dernier règne à étendre l'Empire, en annexant notamment une partie de l'Arménie par exemple. Mais en même temps, entre des envahisseurs de toutes parts, Normands en Italie, Pétchénèques dans les Balkans, raids maritimes russes sur Constantinople, début de menaces turques à l'est, les soulèvements aux frontières, comme en Arménie, une économie qui commence à s'essouffler, et des militaires brillants, populaires, ambitieux et prompts à la rébellion, comme Georgios Maniakes, catépan d'Italie à l'ouest, et Léo Tornikios, dux de Méliténée à l'est, c'est pas facile de manœuvrer non plus, j'aimerais vous y voir. Et la situation ne s'améliore pas après sa mort en 1055. La dernière macédonienne, nièce de Basileios II, Théodora, prend le pouvoir au nom de sa dynastie, mais meurt elle-même un an plus tard, désignant sur le conseil des eunuques du palais le vieux fonctionnaire Michael Bringas, qui devient Michael VI, et qui ne régnera lui-même qu'un an. En effet, quand une partie des aristocrates et mercenaires d'Orient, comprenez d'Asie mineure du coup, dont le premier de nos trois Normands d'ailleurs, Hervé, on y reviendra plus tard, bref, quand ils monteront à la capitale le voir en espérant entre autres choses recevoir quelques honneurs et autres distinctions ampoulées dont le monde byzantin est friand, ils vont être déçus. Michael VI les accueille en effet assez froidement et critique largement leurs actions aux frontières, quand il ne les humilie pas carrément. Évidemment, mauvais calcul.
Ces aristocrates d'Orient rentrent chez eux, s'associent dans une rébellion et désignent parmi eux comme nouveau candidat au trône celui qui fut longtemps Stratopédarchès, commandant en chef des armées d'Orient, Isaakios Komnenos, l'oncle d'Alexios. Leurs troupes rencontrent bientôt celles de Michael VI, près de Nicaea, Nicée, éloquemment d'ailleurs dans la plaine de l'Hadès, le 20 août 1057. Et comme son nom l'indique, cette bataille c'est un bain de sang. Autant vous dire que ça ne fait pas du bien aux forces militaires byzantines, non seulement de se massacrer entre elles, mais en plus pour ce faire de dégarnir les frontières, notamment à l'est, face aux Turcs, qui en profitent pour faire des raids de plus en plus loin dans les terres byzantines, sans particulièrement chercher à s'y installer pour le moment, d'ailleurs. De fait, les premiers raids ont lieu dès les années 1040, puis de plus en plus régulièrement au fur et à mesure que les frontières se dégarnissent à cause des différentes guerres civiles byzantines. Mais la conquête de cités et régions anatoliennes ne fera pas partie de leur plan avant minimum les années 1080, voire 1090-1100. Même quand ils auront des occasions comacques de le faire, notamment après Manzikert, ou quand ils captureront de hauts personnages, ça on le verra. Eh ben non, ils commenceront vraiment à s'y implanter quand, là aussi, les différentes factions byzantines rivales les engageront à tour de bras et leur confieront cités et forteresses. Du coup, faut pas venir chougner après. Bref, pour en revenir à cette sanglante bataille fratricide de l'Hadès en 1057, pire encore que ce qu'on a déjà évoqué, elle ne réglera en effet absolument rien. Le reste du tableau, envahisseurs de tous côtés, troubles aux frontières, économie vacillante, ne s'étant pas amélioré. Ainsi, Isaakios, épuisé par les campagnes contre les Péchénègues et les tentatives de réformes progressives, notamment financières et militaires, abdiquera 2 ans plus tard, en 1059, passant son trône à ses alliés de la famille Doukas, en la personne de Constantinos X, lui-même très bon militaire d'Orient. Un affront, d'ailleurs, que ne pardonnera jamais aux Doukaï la mère d'Alexios, Anna d'Alacénè, qui s'attendait à voir son mari, Ioannes, succéder à son frère Isaakios. Mais comme vous le savez déjà, et comme nous y reviendrons un jour, elle aura sa revanche. En attendant, Constantinos X rame autant que ses prédécesseurs, entre les réformes et les tentatives d'invasion de toutes parts. Les Seldjoukides et autres Turcomans tentant toujours, via le nord et le sud, des raids de plus en plus loin derrière les frontières qui à l'époque étaient principalement tenues par un réseau de forteresses surveillant les voies principales et habitués depuis des siècles à faire face à des raids arabes ciblés et provenant d'une seule et même autorité. Du coup, ça n'est donc pas toujours très efficace pour arrêter des nomades répondant à plusieurs seigneurs, et encore moins quand les commandants byzantins sur place y sont assez médiocres, ou du moins assez timorés, que les troupes y sont peu nombreuses et mal payées, et que les communications avec le reste de l'Empire sont parfois carrément coupées. On vit ainsi Ani, ancienne capitale arménienne récemment annexée par l'Empire, être pillée en 1064 par le nouveau sultan seldjoukide Alparslan, le précédent, son oncle Touril, étant mort en 1063. Puis d'autres raids sont menés par d'autres princes ou d'autres officiers seldjoukides sur Edessa, Édesse par exemple, ou encore sur Caesarea, Césarée de Cappadoce, en 1067, sans pour autant que le but soit de s'emparer de ces cités, puisqu'aucune garnison n'y est laissée, et qu'au contraire, les fortifications sont le plus souvent rasées. En effet, contrairement à ce qu'on imagine souvent, les conquêtes ou soumissions que visent ainsi les Seldjoukides dans la région ne sont pas l'Anatolie, mais les régions frontalières, jusque dans le Caucase par exemple, région que contrôlaient autrefois les Abbassides dont les Seldjoukides se veulent désormais les bras armés. Il y a donc une logique. Sans quoi, Byzantins comme Seldjoukides cherchent plutôt à sécuriser une paix et une frontière commune, là encore comme du temps des Abbassides ces derniers siècles. Et en même temps, il faut bien dire que chacun des deux a alors fort à faire de son côté. Typiquement, le but de ces campagnes caucasiennes semble avoir été pour Alparslan, certes, de s'inscrire aux yeux des Abbassides et du monde musulman comme le digne successeur de Touril en bon bras armé du califat reconquérant ses anciens territoires, mais aussi de rappeler son autorité nouvellement acquise aux seigneurs nomades de ces régions, notamment en marge de l'Anatolie, en Syrie et dans le Caucase. De fait, certains d'entre eux étaient même carrément de son propre lignage et contestaient son accession au trône, comme son cousin Khotolmech, l'aîné des princes de la maison seldjoukide, qui à la mort de son cousin Touril voulut s'emparer du trône sultanal, rappelant l'aînesse de son père parmi la lignée, mais mourant au combat contre Alparslan en 1064. Bah oui, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un état nomade avant d'être un état musulman, et que donc d'une part les nomades rebelles sont très mal vus, ils doivent être ramenés dans l'obéissance au pouvoir central supposé s'étendre aux 4 coins du monde et s'imposer à tous les peuples des tentes de feutre, ce que les Mongols appelleront plus tard le Sisgei Torkhatu Ulus,
et que d'autre part, tous les princes de la lignée sont susceptibles de s'emparer du trône s'ils s'en montrent capables. L'aînesse au sein de la maison dirigeante pouvant apporter une certaine légitimité supplémentaire. Ainsi, les fils de Thoulmech tenteront de reprendre le flambeau de la lutte pour l'héritage seldjoukide, d'abord en Syrie-Palestine, puis en s'associant à des rebelles byzantins en Anatolie, comme le fera Sulayman, qui fondera le sultanat de Roum, qui était plus rival que vassal, hors de portée justement des grands seldjoukides. Et ses descendants revendiqueront ensuite régulièrement l'empire des grands seldjoukides dans son intégralité, notamment quand la lignée d'Alparslan se cassera la gueule au cours du XIIe siècle. Ça, j'aimerais vous en parler un jour aussi, parce que ça dit beaucoup de choses sur le contexte géopolitique autour de l'histoire des États latins d'Orient. Donc c'est très important. Et pour en revenir à l'Empire romain d'Orient, outre Thoulmech, à l'avènement d'Alparslan, un autre de ces princes seldjoukides contestataires de Syrie-Anatolie, Arizgê, Erbazgan, ça dépend comment on l'appelle, se rapproche des Byzantins pour éviter de tomber entre les mains de son beau-frère, Alparslan, ce qui déplaît fort à celui-ci, et sera donc une des causes, relativement méconnue, de la bataille de Manzikert en 1071. Donc en gros, une partie des Turcomans cherchant à entrer en territoire byzantin à l'époque cherchait entre autres choses, les pâturages, le butin, etc., et peut-être même d'ailleurs avant tout, à fuir le joug seldjoukide. Ils étaient moins là sur ordre du pouvoir seldjoukide que pour les éviter justement, les ordres. Mais bref, côté byzantin justement, à la mort de Constantinos X en 1067, léger sursaut, cela dit. Son épouse l'impératrice Eudoxia, régnant au nom de leur jeune fils Michaël, en attendant sa majorité, elle épouse en janvier 1068 un brillant général d'Orient, encore un, Romanos Diogenes, qui devient co-empereur en tant que Romanos IV. Puis finalement empereur tout court, le jeune Michaël, il verra plus tard. Fini les réformes progressives, Romanos préfère rénover énergiquement et faire des choix, se concentrant par exemple sur l'Orient plutôt que l'Occident, et abandonnant donc l'Italie, qui sera définitivement conquise par Robert Guiscard en 1071, avec la prise de Bari, la même année que Manzikert donc, quand je vous dis qu'ils avaient beaucoup sur les bras. Côté militaire, Romanos s'attelle donc aussitôt à rénover de fond en comble ce qui en a le plus besoin à ses yeux, à savoir l'armée des Thèmes, alors complètement à la ramasse. Peu nombreuse, mal armée, mal équipée, mal payée, peu habituée à la coopération entre ces différentes unités de qualité variable, on a vu mieux, surtout pour défendre des frontières. Il tâche donc de rembourrer un peu ces unités, met à leur tête des officiers, qu'il espère plus compétents, mais à quelques rares exceptions près, ce ne sera malheureusement pas trop le cas, et les embarque dès le printemps 1068 en campagne en Asie mineure, pour les entraîner suffisamment près des régions qui sont susceptibles de voir débarquer des raids turcs. Ils iront ainsi jusqu'en Syrie, qui depuis 1064 a vu débarrouler pas mal de seigneurs turcs s'immisçant, selon leur habitude, dans la politique locale, entre émirs arabes, califat fatimide et pouvoir byzantin. L'armée byzantine s'y emparera notamment de Hierapolis, Manbij, récupérera Arta, la future Artésie des Francs, combattra jusqu'à l'hiver avant de rentrer. Une première campagne globalement couronnée de succès, ça faisait longtemps. Ce sera moins le cas l'année suivante, où ces troupes se font pas mal bananer par les Turcs, soit quand elles les affrontent, notamment sous la direction de l'Arménien Philaretos Brachamios, dont on avait parlé à l'époque, qui se fait mais alors marave, soit quand elles cherchent à les intercepter, mais que les Turcs les contournent aisément. Pire encore pour changer, des rébellions commencent à éclater au sein de l'armée, des rébellions qui s'avéreront plus tard fatales pour Romanos. Et parmi lesquelles d'ailleurs, en 1069, on compte nos Normands, justement, mais ça on y reviendra après. En 1070, rebelote, tandis que l'empereur gère l'empire depuis Constantinople, bon du coup d'ailleurs je devrais dire Constantinopolis, et tandis que les Doukaï commencent à comploter contre lui pour reprendre le pouvoir, il se rapproche des Komnenoi, dont la matriarche Anna d'Alessene en veut toujours aux Doukaï. Romanos confie ainsi ses troupes d'Orient au frère aîné d'Alexios, le Kuropalates, Manuel Komnenos, qui se prend mais alors une branlée face à Arizgî, le beau-frère d'Alparslan dont on parlait tout à l'heure. Alors que celui-ci, rebellé contre le sultan et poursuivi par les troupes sultanales, disait à Manuel qu'il voulait coopérer avec l'Empire byzantin. Mais Manuel a dit non. Donc leurs troupes se sont battues et Manuel a perdu. Tout ça pour que les deux aillent ensuite à Constantinople, où Arizgî est fait proédros, une grande charge militaire, et devienne par la suite un vaillant dignitaire byzantin loyal à l'empereur. Empereur qui y voit évidemment une occasion rêvée de se mêler de politique interne seldjoukide, aux grandes dames d'Alparslan. Sans déconner, c'est quand même fabuleux, même quand la chance leur sourit, il faut quand même qu'ils se prennent une branlée d'abord. Volontairement.
Or, pendant ce temps, Alparslan est alors en campagne en Syrie du Nord, dans l'optique de remettre un peu d'ordre sur place, notamment parmi les différentes troupes turcomanes venues se mêler de politique locale depuis 1064. Il cherche ainsi à s'emparer de places fortes frontalières pour mieux sécuriser ses communications et à obtenir l'allégeance des émirats musulmans locaux, qui ont toujours eu le cul entre deux chaises entre Byzance et califat. Et encore, califat abbasside, califat fatimide, bref, ils ont vraiment le cul entre plusieurs chaises. Le tout peut-être, de la part d'Alparslan, dans l'optique de préparer une campagne contre l'Égypte fatimide, rivaux chiites du califat abbasside sunnite, pour lequel roulent théoriquement les Seldjoukides. Or, durant cette campagne, il assiège brièvement Edessa au passage et s'empare de la forteresse de Manzikert, près du lac de Van. Du coup, en 1071, cette forteresse étant une des places fortes frontalières de l'Empire byzantin, Romanos IV reprend les choses en main lui-même, rassemble l'armée et part pour l'Arménie, ses commandants et lui voulant remettre la main sur certaines de ces places fortes frontalières. Romanos envoie donc le troisième de nos Normands, Roussel de Bailleul, à la tête de la plupart de ses mercenaires étrangers, s'emparer d'Achlat, sur le lac de Van, tandis que lui-même, à la tête du reste des troupes, part reprendre Manzikert. Sauf que, Roussel y galère plus que prévu. Du coup, Romanos lui envoie des renforts, dirigés par le général Iosef Tarkanaiotes, affaiblissant donc pour ça sa propre armée. Mais heureusement pour l'instant, ça ne l'empêche pas, cela dit, de reprendre Manzikert le 23 août, notamment grâce à ses troupes arméniennes et ses fidèles cappadociens. Mais le problème, c'est qu'Alparslan et son armée, alors encore en Syrie, inquiets de savoir les Byzantins à la frontière, rappliquent aussi vite que possible, à plus forte raison qu'Alparslan a bien à l'esprit le problème posé par son beau-frère, Arizgi, qui est devenu proédros byzantin. Comme on disait tout à l'heure, dans les États nomades, il n'y a rien de pire qu'un seigneur dissident, surtout s'il est de la famille impériale. Et du reste, la bataille de Manzikert qui s'ensuit, le 26 août 1071, c'est beaucoup de manque de bol, quelques quiproquos et pas mal de trahisons. Déjà, Romanos ne pensait pas qu'Alparslan attaquerait, ou du moins qu'il aurait le temps de le faire. Il sera donc surpris en le voyant débarquer. Ensuite, il ne les pensait pas aussi nombreux. Pire encore, il était confiant dans ses propres troupes, a priori plus nombreuses que les Seldjoukides. Pourtant, déjà, les premiers accrochages sont en défaveur des Byzantins, et une partie des mercenaires nomades de l'Empire, les Uzes, mais non, les Uzes, évidemment pas les Uzes, bref, les Ahouz, parce qu'ils sont Ahouz, comme les Seldjoukides sont Ahouz. Mais on va pas commencer à rentrer dans le détail de l'histoire des steppes, ça on le fera une autre fois. Bref, les Uzes, comme on dit plutôt en Occident, ont eu vite fait de rejoindre les troupes du sultan. Sachant qu'avant ça, Romanos s'était déjà défait d'un groupe de mercenaires allemands qu'il avait saoulés et les avait renvoyés dans les Balkans. Ça commence à faire beaucoup. Mais bon, Romanos, encore puissamment entouré, confiant dans ses troupes et mésestimant malheureusement son adversaire, ne perd pas espoir, loin de là, et compte bien défendre les fruits de sa campagne militaire, dont Manzikert. Résultat, quand Alparslan, qui aurait alors préféré se concentrer sur les tensions seldjoukides internes, sur la Syrie ou sur ses rivaux musulmans fatimides, bref, quand il propose carrément une trêve afin d'établir une paix plus durable, Romanos refuse et prépare une bataille rangée. Ce qui peut paraître con, mais pour plein de raisons ne l'est pas, ne serait-ce que parce qu'au vu des informations qu'il avait, accepter un traité de paix aurait nécessairement impliqué de renoncer au succès de sa campagne, notamment la prise de Manzikert, quelques jours plus tôt. Donc, se croyant plutôt en position de force, il y va. Mais là, les emmerdes et les quiproquos s'enchaînent. Ces potentiels renforts de Tarkanaiotes, qu'il avait envoyés auprès de Roussel, apprenant les mésaventures de ces derniers jours, ils ont prudemment fait retraite, ne sachant pas encore que l'empereur a décidé de se lancer dans une bataille rangée, et ne voulant donc pas prendre le risque d'exposer autant d'hommes à un combat incertain. Tandis en plus que Roussel de Bailleul, il est carrément aux abonnés absents. Mais bien pire encore, et résolument criminel, Tarkanaiotes, a priori, il a juste cru bien faire, il n'avait pas les informations pour pouvoir juger correctement de la situation. Contrairement à lui, l'arrière-garde composée de troupes d'élite dirigée par Andronikos Doukas, l'un des fils de Constantinos X, trahit ouvertement, faisant croire à la mort de l'empereur, ce qui sème la panique dans les troupes byzantines, avant de carrément faire retraite. Romanos, qui n'a plus que ses troupes du centre avec lui, et dont le cheval est carrément mort sous lui, est désormais seul avec ses derniers fidèles, notamment arméniens et cappadociens. Ainsi, une fois de plus, les querelles intestines affaiblissent l'Empire, ce retournement des Doukai marquant leur désir de reprendre le pouvoir, inquiet qui plus est face au rapprochement entre Romanos IV et les Komnenoi. De fait, outre les promotions militaires successives de Manuel et ses frères, Romanos venait de marier son fils Konstantinos à leur sœur Théodora, sans doute d'ailleurs à l'instigation de la redoutable matriarche Anna d'Alacénée.
Bref, la défaite est totale. Romanos est pris et livré à Alparslan, qui est très surpris d'ailleurs, tandis que les Doukaï repartent dardard à Constantinople. Et comme on l'a longtemps dit, les portes de l'Anatolie sont désormais irrémédiablement ouvertes à la conquête turque. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alparslan, dont l'Empire romain n'est alors clairement pas la priorité, entre les problèmes internes, la Syrie et l'Égypte fatimide, ne cherche pas à profiter de cette victoire. Il traite bien Romanos pendant ses 8 jours de captivité et se contente d'un traité, ma foi, plus qu'honnête, voire même franchement sympa. Jugez plutôt. L'empereur doit payer un sacré paquet de pognon pour sa libération, bon, ça c'est normal. Verser un tribut annuel au sultan, il faut bien montrer qui est le patron en même temps, hein, et restituer quelques villes importantes qui peu avant étaient encore musulmanes, comme Manbij, Hierapolis. Toujours encore une fois dans cette optique de remettre la main sur les anciens territoires frontaliers du califat abbasside. Et en retour, le sultan doit respecter les frontières byzantines telles qu'elles étaient avant la guerre, et s'engager à empêcher ses sujets de faire des raids en territoire byzantin. De manière un petit peu fanfaronne, vu que visiblement il a déjà du mal à les tenir. Mais franchement, ça va, niveau conquête irrémédiable de l'Anatolie par les féroces musulmans? Oui, mais pour que ce traité soit appliqué, il aurait fallu que Romanos reste au pouvoir. Or, une fois de plus, les guerres intestines byzantines vont foutre tout ça par terre. Entre-temps, les Doukaï ont pris le pouvoir, ont couronné Mikhaël VII, le fils de Constantinos X, et Romanos, malgré pourtant le soutien des forces militaires d'Orient, la neutralité de celles d'Occident, et même la neutralité des Seldjoukides, voire leur soutien éventuel, ne saura pas s'imposer. Habillé en moine, sur une mule, il se rendra en 1072 au Doukaï en demandant, comme c'est souvent le cas pour les empereurs, à se retirer dans un monastère. Mais non, il sera énucléé si violemment qu'il en mourra peu après. Une mort si violente et injuste que certains chroniqueurs byzantins y verront le symbole du délabrement moral de l'Empire, dont les Turcs seraient précisément à leurs yeux la punition divine. Mieux encore pour ces derniers, les voilà résolument impliqués désormais dans la politique byzantine. Et encore, hein, l'assassinat d'Alparslan peu après la même année va calmer ça. Puisque longtemps encore, le pouvoir seldjoukide, à commencer par le fils et successeur d'Alparslan, Malik Shah, reprochera aux Byzantins de n'avoir pas respecté ce traité. Bref, sans surprise avec tout ça, les frontières byzantines sont de plus en plus poreuses aux raids turcs, qui vont aller de plus en plus à l'ouest au fur et à mesure des années. Ça encore une fois qu'ils ne cherchent à s'y implanter avant minimum la fin des années 1070, le début des années 1080, à l'occasion de nouvelles guerres civiles byzantines opposant cette fois Mikhaël VII Doukas à plusieurs candidats à son trône. Guerre civile que remportera Niképhoros III Botanaïates en 1078, avant son propre renversement par les Komnenoi en 1081, aboutissant au règne d'Alexios. Mais ça, nous aurons amplement le temps de le détailler dans la vidéo que je veux faire sur celui-ci. Bon, et nos Normands au service de l'Empire dans tout ça. Oui, il faut quand même bien dire que la contextualisation était comaque, mais il fallait bien ça, notamment pour revenir sur les lectures simplistes, et comme d'habitude trop souvent manichéennes, qu'on se fait de la période. Déjà, puisqu'on va en parler dans une perspective byzantine, je devrais plutôt parler de franc, francoi, voire, à la fin du XIe siècle, de latin, latinoi, voire dans les textes les plus littéraires, de celte, keltoi. De fait, les Byzantins ne font pas trop de distinction entre ceux qui sont à leurs yeux les barbares d'Europe occidentale. Ainsi, au Xe siècle, le terme des Francs désigne plutôt les Allemands, puis, à partir du milieu du XIe siècle, les Normands, quand ceux-ci entrent de plus en plus à leur service. Et ce, bien qu'ils ne soient pas les premiers occidentaux à l'avoir fait. On sait par exemple que dans les années 960, le basileus Niképhoros II Phocas envoie des renforts en Italie, notamment 2 navires chargés de francs. Un peu plus tard, au début du règne de Basileios II Bulgaroktonos, dans les années 980, un parent de la dynastie germanique ottonienne, un certain Pierre, bosse comme Spatarios et Domestikos des Excubites, donc officier dans la garde impériale, on va dire. Bref, on a ainsi en gros 3 catégories de francs de passage plus ou moins long dans l'Empire. Les pèlerins et ou aventuriers, comme le duc de Normandie Robert le Magnifique, ou comme le comte de Flandre Robert Ier le Frison, dont nous reparlerons dans la vidéo sur Sigurd, au XIe siècle, ou, peu avant eux, le comte d'Anjou Fulconera. Ensuite, on a les soldats de modeste extraction, qui s'engagent comme mercenaires, et enfin, on a ceux de plus haute origine, souvent arrivés dans le cadre d'une ambassade par exemple, et qui restent ensuite, trouvant du taf dans l'armée ou l'administration, et fondant même à l'occasion des familles. Ainsi, les combats entre Lombards et Byzantins en Italie, où les premiers commencent à employer des francs,
majoritairement des Normands, mais aussi des Bretons, des Angevins, des Flamands, etc., des Bourguignons, eh bien ça attire l'attention des Byzantins sur ceux-ci, dont les prouesses militaires sont ensuite recherchées. Par exemple, on a rapidement des Normands engagés dans la forteresse de Troia, toute nouvelle, dans les Pouilles, dès 1019. Puis d'autres profitent du passage à Constantinople de Robert le Magnifique, duc de Normandie, en 1035, pour rester à la cour impériale, ou du moins pour donner l'envie à d'autres ensuite de le faire. Typiquement, à la fin des années 50, Odon II et Robert, les deux fils d'Odon Stigand, un baron proche de Robert le Magnifique et futur chambellan de Guillaume le Bâtard, qui n'est pas encore surnommé le Conquérant, ça aussi on y reviendra dans la vidéo sur Sigurd. Bref, ces deux osios, ils partent à Constantinople, dont leur a très probablement parlé leur père, puisqu'il s'y est rendu dans la suite du duc Robert lors de son pèlerinage. L'aîné Odon II devient notamment tagmatophylax, commandant de mercenaires, puis protospatarios, une haute dignité conférée aux gouverneurs de province et aux généraux, et enfin même chambellan de la maison impériale, Thalamepolos, sous les règnes d'Isaakios Ier Komnenos, puis de Constantinos X Doukas. Et ce, avant de rentrer en Normandie reprendre la charge paternelle de chambellan auprès du duc Guillaume. Quant à son frère, il lui succédera à la cour byzantine et en reviendra à son tour les poches bourrées de thunes, de pierres précieuses et même de reliques. Mais avant ça, un autre événement majeur renforcera la présence normande parmi les troupes byzantines. La tentative de reconquête de la Sicile musulmane par Georgios Maniakès, le catépan d'Italie, en 1038-1041, sous le règne de Michael IV le Paphlagonien. On a ainsi 300 Normands d'Italie qui s'y joignent, dont Guillaume Bras de Fer, l'aîné des 12 fils Hauteville, et son frère Drogon, qui côtoieront d'ailleurs le Norvégien Harald Hardradi à la tête de la guerre de Vareg. Ça, nous en reparlerons aussi dans la vidéo sur Sigurd. Bon, Normands qui finiront par se révolter en 1040 devant le partage inégal du butin et le mauvais traitement de leur chef, abandonnant donc l'expédition visant à agrandir l'Empire pour aller réduire l'Empire, en partant à la conquête de l'Italie du Sud, alors byzantine. Autant dire que Georgios Maniakès a dû regretter ses calculs. Mais les sources évoquent aussi 500 francs d'au-delà des Alpes, recrutés pour l'expédition, dont certains demeurés loyaux sont ensuite allés à Constantinople pour y continuer leur carrière. Et parmi eux justement, le premier de nos 3 Normands, Hervé, qui pour commencer d'ailleurs, était peut-être même pas normand en fait, vu son prénom typiquement breton. Ouais, sortez les bignoux et les bolets, on va parler d'un probable breton qui fut le premier occidental à la tête des mercenaires francs de l'Empire au XIe siècle. Chez les Normands. Bon, malheureusement, on n'a pas masse d'infos non plus sur sa carrière. À croire que c'est un complot, hein, forcément. Quand c'est un breton, on manque de documentation, mais alors quand c'est un normand, il y en a des tartines. Je plaisante évidemment. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les décennies 1040-1050, en gros sous le règne de Constantinos IX, il commence à y avoir de plus en plus de contingents francs dans l'armée byzantine. On les emploie particulièrement dans l'Est, face notamment aux raids turcs, qui démarrent eux aussi à partir des années 1040, mais aussi lors de l'annexion d'Ani en 1045 par exemple, tandis que d'autres francs sont employés face à la rébellion du général Léo Tornikios, assiégeant Constantinople en 1047. Et si on les fout à la frontière d'ailleurs, c'est certes parce qu'ils y sont très efficaces, mais aussi parce qu'ils peuvent y vivre sur le pays, ce qui coûte moins cher à l'Empire, mais finira par leur donner des idées. Puis on retrouve ces francs d'Orient, commandés par Hervé justement, mais cette fois à l'ouest, face aux Petchénègues, alors principale menace pesant sur les Balkans. Hervé, qui depuis le temps s'est mis vachement bien parmi les généraux de l'Empire. Appelé Herbebios Frangopoulos, fils de Franc, un nom que recevront d'autres Francs après lui, on sait qu'il a acquis titres et domaines, notamment dans le thème des Arméniakones, à Dagarav, et qu'il a peut-être même fondé une famille dont les descendants, les Frangopouloi donc, à moitié grecs, vont servir l'Empire au moins jusqu'au début du XIIIe siècle. Mais pour un homme d'une telle ambition, ça n'est pas assez. Il aimerait être promu Magistros, un titre prestigieux juste en dessous du Proedros. Proedros, on l'avait vu conféré au prince turc Arizgi. Et comme on l'évoquait, cette demande de promotion a lieu au moment même où bon nombre d'aristocrates militaires d'Orient, estimant comme Hervé avoir vaillamment servi aux frontières orientales de l'Empire face aux Turcs, viennent à la cour de l'empereur Michael VI, fin 1056, début 1057, pour recevoir des promotions. Et se font rembarrer.
Tandis donc que les 10 aristocrates vont organiser leur petite rébellion autour d'Isaakios Komnenos, et que Michael VI remplace Hervé à la tête de ses mercenaires francs par un certain Randulf, qui, comble de l'humiliation d'ailleurs pour Hervé, obtient illico le statut de Patrikios, alors certes inférieur à Magistros, mais enfin quand même, Hervé, lui, retourne dans ses domaines d'Arméniakon, fait déserter 300 guerriers francs et se rapproche d'un certain seigneur turc nomadisant au nord du lac de Van, qui est appelé Samouche dans les sources byzantines, alors peut-être l'émir Saltur ou Sundur, qui était alors au service de Yahut, un fils de Chagri, lui-même le frère du sultan seldjoukide Touril. Et c'est pas étonnant, les Turcs ont l'habitude de se mêler des politiques locales là où ils débarquent, à plus forte raison quand il y a querelle de voisinage, en proposant leurs excellents services guerriers aux plus offrants. Exactement comme les Normands, je veux dire, à l'époque, les Turcs sont globalement au monde musulman ce que les Normands sont au monde chrétien, donc forcément, il n'est pas si étonnant que ça qu'ils puissent s'entendre. Et du coup, c'est ainsi peut-être la première alliance entre des Turcs et des chrétiens de l'Empire, qui va évidemment fragiliser les frontières de celui-ci. Même si elle ne fera pas long feu, l'alliance, les deux se foutant assez vite sur la gueule, ce qui n'est pas si étonnant que ça non plus finalement. À plus forte raison d'ailleurs que l'émir kurde Abu Nasr ibn Marwan, à la tête d'une bonne part du Kurdistan et ayant vassaliquement le cul entre deux chaises entre les Byzantins et les Seldjoukides, comme tous les émirs de la frontière s'est allié à ce Samouche contre Hervé, a fini par capturer celui-ci et l'a envoyé à Constantinople pour se faire bien voir de l'empereur. Sauf qu'entre-temps, Michael VI, contre lequel s'était rebellé Hervé, a été destitué par Isaakios. Et donc, que l'empereur soit alors Isaakios Komnenos ou Konstantinos X Doukas, le premier paraissant plus probable, Hervé parvient à reprendre du service côté byzantin. On a même retrouvé un sceau lui appartenant, le désignant désormais comme Magistros, Vestiarites et Stratelates de l'Est, une sorte de général de haut rang. Les Byzantins adorent les titres. Autrement dit donc, le titre qu'Hervé voulait en 1056, et plus encore, puisque le titre curial de Vestiarites impliquait une grande proximité avec l'empereur, donc un honneur immense pour un étranger comme Hervé. Ce qui indiquerait que les empereurs tentaient alors de s'attacher la loyauté des meilleurs commandants de mercenaires de l'Empire, dont Hervé faisait indéniablement partie. Et ce, parce qu'il y avait militairement du pain sur la planche à l'époque. Typiquement, on retrouve donc Hervé, à la mort de ce même émir marwanide Abu Nasr en 1061, et la crise de succession qui s'ensuit. Crise qui intéresse donc autant les Byzantins que les Seldjoukides à leurs frontières communes. Hervé est envoyé là-bas par Constantinople aux côtés du dux d'Édesse Diabaténos, et ensemble, ils partent en gros assiéger l'importante cité d'Amide, au Kurdistan, où les Seldjoukides, suite à un raid dans le coin, sont arrivés avant eux, histoire de soutenir leur propre candidat à la succession. Et pour être tranquille, on dit qu'il soudoie Hervé, tandis que Diabaténos meurt au combat, peut-être même justement abandonné par Hervé. Hervé repart donc tranquillou, vainc tout de même une partie des troupes turques responsables du raid, s'empare de leur butin et de leurs bagages, avant de rentrer à la cour, où sur ordre de Konstantinos X Doukas, il est finalement décapité en 1063, pour ce qui semble avoir été sa trahison. Bref, c'est ainsi qu'Hervé est remplacé à la tête du contingent franc de l'Empire par Robert Crispin, sur lequel on sait un petit peu plus de choses. Véritablement normand, puisqu'originaire de Tillières, dans l'Eure actuelle, le département de l'Eure, la région de l'Eure, il part faire ses premières armes, d'abord dans la péninsule ibérique, participant notamment au célèbre siège de Barbastro en 1063. Une sorte de proto-croisade ordonnée par le pape Alexandre II, qui a rassemblé des chevaliers et guerriers de bon nombre de coins différents, et lors de laquelle la ville de Barbastro est enlevée par les chrétiens à la taïfa musulmane de Lérida, pour que les musulmans reprennent la ville 2 ans plus tard. C'était bien la peine. Robert Crispin passe ensuite en Italie du Sud, où d'autres Normands continuent leur conquête sur les Lombards et les Byzantins, mais contrairement à eux, il passe plutôt au service de ces derniers. Peut-être d'ailleurs parce qu'il voit qu'il y a peu de possibilités d'avancement parmi ses compatriotes. Ainsi, après avoir visiblement fait partie de l'entourage du prince normand de Capoue, Richard d'Aversa, puisqu'un acte princier l'y signale en 1066 comme Fidelis, il rejoint Constantinople peu après, en 1068 au plus tard. Là-bas, il se fait alors suffisamment remarquer, face aux Turcs notamment, pour prendre la suite d'Hervé et probablement récupérer une bonne part des titres de celui-ci. Il fait donc partie ensuite des troupes emmenées par Romanos IV Diogenes dans sa première campagne de 1068, avant, durant la seconde de 1069, de faire partie de ceux qui se révoltent parce qu'ils ne se considèrent pas assez bien payés. Lui et ses mercenaires,
alors affecté comme tout bon franc traditionnellement dans le thème d'Armeniakon, notamment à Colonia, Sebastia, Amasseia et dans la forteresse de Mauro Castron, que Crispin a choisi comme base, eh bien ils vont désormais s'en prendre aux collecteurs d'impôts et officiels byzantins, marauder jusque dans la vallée de l'Euphrate, imposer localement des taxes, bref, devenir une sorte de pouvoir régional autonome s'appuyant sur un petit réseau de forteresses que les autorités byzantines vont avoir beaucoup de mal à soumettre. De fait, certes Crispin est excellent militaire et repousse d'abord les troupes envoyées contre lui, mais il est aussi loin d'être con. Lorsque Romanos IV s'avance vers lui après Pâques 1069 avec une bonne part de l'armée, il préfère se soumettre, il ne va pas la tenter, avant de retourner dans ses places fortes d'Armeniakon dès qu'on l'accuse à nouveau de trahison, cette fois-ci sur le témoignage d'un commandant allemand jaloux, et apparemment sans preuve d'ailleurs. Bref, autant dire que la création de cette quasi-seigneurie normande rebelle va elle aussi monopoliser l'attention et l'action de l'armée byzantine et affaiblir la défense orientale de l'Empire une fois de plus, à tel point que certains chez les Byzantins considéreront que c'est avant tout la faute de l'empereur qui aurait dû bichonner un si bon général efficace face aux Turcs. Peu après, Romanos finit visiblement par l'arrêter puis l'enfermer, ce qui paraît pas de trop, avant qu'il ne soit libéré par Mikhail VII Doukas quand celui-ci s'empare du pouvoir en 1071. Donc vraiment peu de temps après. Le nouveau Basilus le couvre alors de titres et d'honneurs pour mieux chouchouter ce redoutable mercenaire, et l'envoie peut-être même carrément à la tête de l'armée impériale, une première là aussi pour un étranger, taper sur la gueule de Romanos IV quand ce dernier essaye de récupérer son trône. Diogenes essaye d'ailleurs de soudoyer le Normand, mais cette fois pas moyen, à croire qu'il est légèrement rancunier. Enfin, de retour à Constantinople, après avoir vaincu Diogenes, et sans doute désormais perçu comme trop dangereux, et apparemment il y avait de quoi, Crispin finira visiblement tout de même par être empoisonné en 1073, laissant la place à la tête des troupes franques de l'Empire à un de ses lieutenants, Roussel de Bailleul, qui va aller encore plus loin que ses deux prédécesseurs, et foutre un énorme bordel. Originaire de Normandie, quoiqu'il y ait débat sur sa provenance exacte, on retrouve Roussel, comme tant d'autres, tentant sa chance en Italie du Sud, au moins dès les années 1060. Il fait ainsi partie des lieutenants de Roger de Hauteville, le futur comte Roger Ier de Sicile, lorsque celui-ci commence sa conquête de l'île à partir de 1061. Une fois de plus, on en parlera dans la vidéo sur Sigurd. Roussel est même le second de Roger à la décisive bataille de Cerami, qui l'oppose peu après, en 1063, aux troupes calbides de l'île accompagnées de renforts irides d'Ifriqiya. Les Normands n'y auraient été que 136 chevaliers et un peu plus d'infanterie, contre plusieurs milliers. Puis on le retrouve ensuite vers Otrante, mais comme d'autres avant lui, notamment Crispin, les perspectives locales sont moins prometteuses qu'auparavant. Il quitte donc l'Italie du Sud pour l'Empire byzantin, a priori avant 1070, où il s'engage parmi les mercenaires francs, visiblement sans trop de problèmes vu son pédigré. Mieux, vu la chronologie, lieutenant de Robert Crispin, il profite de la rébellion puis l'emprisonnement de celui-ci pour monter en grade. C'est probablement pour ça que Romanos IV lui confie le commandement des mercenaires de l'Empire en 1071 pour qu'il aille reprendre Achlat, sur les rives du lac de Vannes, où visiblement il galère suffisamment pour que l'empereur lui envoie ensuite en renfort Tarchanéiotes et ses hommes. Et quand aura lieu la bataille décisive de Manzikert, il sera conséquemment aux abonnés absents. Après quoi, Mikhail VII Doukas étant monté sur le trône et ayant sorti Robert Crispin de tôle, Roussel repasse au second plan, et on ne retrouve vraiment sa trace qu'à partir de 1073, logiquement donc après la mort de Crispin. Et c'est là qu'on retrouve d'ailleurs les Komnenoi, Isaakios et le jeune Alexios, 16 ans. Oui, Manuel, leur aîné, il est mort de maladie en campagne, au printemps 1071. En gros, leur mère Anna d'Alacene, qui avait tout fait pour lier sa famille à celle de Romanos IV, s'est démerdée pour faire machine arrière ensuite, et se faire bien voir à nouveau des Doukai, qu'elle détestait pourtant, quand ceux-ci s'emparent du pouvoir. Et avec succès, puisqu'en 1073, son second fils, Isaakios, 23 ans, est fait domestikos tons colontes Anatoles, général en chef des armées d'Orient. C'est pas dégueulasse. Ainsi, accompagné de son jeune frère Alexios et aussi de Roussel de Bailleul à la tête d'un contingent de 400 francs, Isaakios est envoyé contre les raids turcs à la frontière orientale, qui pousse désormais jusqu'en Cappadoce. Mais à Iconion, l'actuel Konya, Roussel de Bailleul se brouille avec les deux frangins, a priori parce qu'Isaakios aurait puni un de ses francs sans en référer à lui, leur commandant, ce qui l'humilie. Il est difficile de dire si Isaakios était en effet dans son droit, puisque les chefs de mercenaires avaient un petit peu leur autonomie par rapport à leurs hommes.
D'autres disent que de toute façon, il n'attendait qu'un prétexte de le faire. Et dans tous les cas, il part donc avec ses 400 francs vers Melitene, potentiellement, notre Melitène, soit vers Sebastea, l'actuelle Sivas. Les Komnenoi et l'armée impériale, eux, continuent vers Caesarea de Cappadoce, où non seulement une partie de leurs hommes vont rejoindre les Turcs, rappelant que ceux-ci ont l'habitude d'intégrer des éléments locaux, mais où ils vont en plus tenter une embuscade sur les Turcs, et prendre une telle branlée qu'Isaakios est capturé, puis rançonné. Non mais sans déconner, ils ratent même leurs embuscades. Bref, ce qui montre encore que le but des Turcs est encore avant tout pécunier à l'époque, ne cherchant pas à profiter politiquement de la situation. Avoir chopé le général en chef des armées d'Orient, c'est pas dégueulasse pour se faire ouvrir les différentes villes et villages du coin. Et évidemment aussi, parmi les chroniqueurs byzantins, il y en a qui en font des caisses sur bébé Alexios, qui harangue les hommes avec fougue, qui poursuit les Turcs pour sauver son frère, tout ça. Et pendant ce temps, Roussel, qui aurait sans doute pu leur sauver les miches avec ses mercenaires, mais ce ne sera pas la dernière fois qu'un Roussel trahira par pur individualisme, est lui peinard, occupé à marauder en Galatia et Lycaonia, en gros au cœur de l'Asie mineure, profitant de l'échec puis du retrait des Komnenoi pour s'emparer de villes et villages du coin, y lever des taxes sur les habitants, etc. Ce qui passe pas si mal auprès des locaux, qui ont toujours préféré des dirigeants ancrés sur place et capables de les protéger, plutôt que la vague protection de plus en plus théorique de Constantinople et ses commandants envoyés de temps en temps. Or de fait, Roussel et ses hommes, de plus en plus nombreux, repoussent assez bien les raids turcs. Mieux, contrairement à ses prédécesseurs séditieux, il tient vraiment bien, au point d'inquiéter Constantinople plus que les Turcs. En 1074 donc, Niképhoritses, le principal conseiller de l'empereur Michael VII, lui envoie l'armée, dirigée par l'oncle de Michael, le César Ioannes Doukas, ce qui cache là encore une fois des rivalités politiques d'ailleurs, puisque Niképhoritses, se méfiant de l'influence du César à la cour, voulait à tout prix l'en éloigner. Ioannes Doukas part donc, secondé du général Niképhoros Botaneiates, celui-là même qui 4 ans plus tard renversera Michael VII, donc peut-être pas le plus loyal, on va y revenir. Il se dirige vers le pont de Zompos, l'un des principaux points pour traverser le fleuve Sangarios, près d'Amorion, au cœur de l'Asie mineure, tandis que Roussel, apprenant leur arrivée, se précipite alors pour camper sur l'autre rive, la rive orientale, et arrive avant eux. Le César propose alors des pourparlers, Roussel, confiant, refuse toute amnistie et les envoie chier, on dit que Ioannes l'insulte carrément, bref, tant pis pour la diplomatie à la byzantine. Le César décide donc de traverser le pont pour aller péter la gueule du Normand, et ainsi en finir. Même si son second, Botaneiates, essaye peut-être de l'en dissuader. Les Byzantins galèrent à traverser le pont glissant, chargent ensuite, voient l'armée de Roussel commencer à fuir, et les poursuivent. Mais du coup c'est une ruse commune dans la steppe d'ailleurs, faire semblant de fuir pour pousser l'ennemi à briser les rangs et vous suivre, pour ensuite se retourner subitement et le rétamer avant qu'il ne se reforme correctement, c'est vraiment très très répandu. À tel point que cette ruse, les Normands la connaissaient peut-être déjà. Il y a débat, puisqu'ils semblent la pratiquer par exemple à Hastings en 1066, en Sicile aussi dans les années 60, et à Dyrrhachion face aux Byzantins en 1081. Autrement dit, des Normands qui n'ont encore jamais affronté de Turcs, et ne connaissent pas tellement les stratégies des steppes. À moins que, pour certains, cette pratique leur soit déjà connue depuis longtemps grâce à la présence des Alains, un peuple des steppes là aussi, qui a été introduit en Gaule et notamment en Armorique au 5e siècle, suite aux guerres contre les Huns. Mais ça remonterait à loin quand même. Ou alors on considère plus simplement que c'est pas bien compliqué à trouver comme technique. Je fais semblant de m'enfuir, puis je me retourne et je te tape sur la tête quand t'es bien essoufflé. Bon. Bref, pour en revenir à la bataille, pire encore, le flanc droit byzantin est composé de Francs, qui trahissent alors et prennent le parti de Roussel. Le César reste donc au centre, avec ses Varègues, restés fidèles, spécificité de la garde varangienne, c'est qu'ils sont vraiment très loyaux, et son flanc gauche est dirigé par son fils Andronikos. Et ces deux-là tiennent bon. Tout va donc se jouer sur l'arrière-garde, dirigé par le dubitatif Botaneiates, qui n'était déjà pas convaincu du succès de la bataille avant, que Romanos IV Diogenes n'avait pas voulu embarquer en campagne en 1071 parce qu'il s'en méfiait déjà, que d'aucuns pressentaient pour devenir empereur déjà en 1068, avant que Diogenes justement ne s'impose, et qui de fait était tellement obsédé par le fait de devenir empereur qu'il finira par renverser Michael VII Doukas en 1078 pour devenir Niképhoros III. Donc c'était peut-être pas le plus loyal, et de fait, qu'il ait délibérément trahi le César ou non, il restera à l'arrière avant de carrément battre en retraite.
La bataille est donc un désastre pour les Byzantins, pire encore que Manzikert, mais méconnu. Bon nombre de soldats sont morts, beaucoup d'autres ont fui en tous sens, plus nombreux encore sans doute sont ceux qui ont rejoint l'armée de Roussel, le César et son fils Andronikos ont été capturés, bref, le contrôle byzantin de l'Asie mineure ne s'en remettra pas, cette fois, autant à cause des rivalités byzantines que de l'ambition normande. Sachant que celle-ci ne s'arrête pas là. À la tête de son armée, dont peut-être désormais 3000 francs, Roussel se rapproche de Constantinople, dresse son camp devant Chrysopolis, l'actuel Üsküdar, donc bien en vue du palais impérial de l'autre côté du Bosphore, et pille ensuite la région, faisant cramer les alentours, etc. Pire encore, très finement puisqu'il connaît bien la politique byzantine, il fait proclamer son prisonnier, le César Ioannes Doukas, empereur, afin de rallier encore plus de troupes potentiellement mécontentes du règne du médiocre Mikhaël VII. Mikhaël qui chie un peu dans son froc, on va pas se mentir. Il envoie donc des ambassades, proposant le très prestigieux titre de Kouropalates, d'ordinaire réservé aux parents de la famille impériale et aux vassaux chrétiens majeurs, mais Roussel refuse. Bon, il restitue alors aux Normands, en gage de bonne volonté, sa femme et ses enfants, jusque-là restés à Constantinople, mais non, rien n'y fait. Du coup, il ne reste plus qu'une solution pour le basileus, se tourner vers les Turcs. De fait, vu l'état de l'armée byzantine, ils sont alors la seule puissance militaire en Asie mineure capable de rivaliser avec Roussel. Turcs qui atteignent d'ailleurs désormais les rives de la mer de Marmara, précisément grâce au bordel généré par la révolte de Roussel. Mikhaël VII se tourne donc vers un de leurs principaux bègues actifs dans le coin, Horthor, un lieutenant de Toutouche, le frère de Malik Shah. Et nous connaissons bien cet Horthor. Toutouche lui confiera notamment Jérusalem, et nous avons pas mal parlé récemment de ses fils Sorman et Ilghazi, dans le contexte de la première croisade et de l'implantation des États latins d'Orient. En tout cas, l'alliance fonctionne. Les troupes d'Horthor étant sur ses arrières, Roussel fait retraite, mais se fait quand même laminer ensuite par celle-ci. Lui et Ioannes se retrouvent carrément captifs d'Horthor, qui là encore a donc une occasion, mais comaque, de se mêler de la politique byzantine, et de se faire ouvrir les portes des villes et des villages d'Anatolie, avec qui plus est un candidat potentiel au trône impérial. Mais non. Là aussi, il se contente de les rançonner. Roussel est d'ailleurs suffisamment riche pour se rançonner tout seul, c'est dire si ça paye bien d'être commandant de mercenaires. Le César, lui, racheté par la cour impériale, va rentrer à la capitale, et prudemment entrer dans un monastère, histoire de faire profil bas, et d'éviter de se faire énucléer. On le retrouvera à l'avènement d'Alexios des années plus tard. Mais sa défaite, sa proclamation comme empereur, et ses 2 captivités consécutives, ça fout quand même un sacré coup au prestige des Doukaï. Bref, même si la menace sur Constantinople est écartée, l'échec byzantin continue. Roussel est à nouveau libre d'aller s'accaparer une partie de l'Asie mineure, et les Turcs, jusqu'ici plutôt de passage occasionnel à l'occasion d'un raid, ou fuyant le joug seldjoukide, prennent de plus en plus l'habitude de participer aux démêlés militaires et politiques des Byzantins. Ce qui ne va aller qu'en s'accentuant dans les années qui vont suivre, avec les révoltes de Niképhoros Brienios, Niképhoros Botanéiates et Niképhoros Basilakios, luttant pour le trône impérial, faisant appel aux Turcs et leur confiant pour la première fois des cités et forteresses entières. Des alliances d'ailleurs qu'Alexios cherchera à son tour quand il se révoltera. Mais bref, en attendant, Roussel est donc reparti en Asie mineure, cette fois-ci plutôt au nord-est de l'Anatolie, dans l'Arméniakon, choisissant la forteresse de Métabolée comme nouvelle base. Et là, rebelote, lui et ses hommes s'emparent de forteresses, montent un nouveau réseau de contrôle territorial autour, imposent des taxes localement, parviennent même à prendre le contrôle d'importantes cités comme Amasya et Néo-Caïsareia, Amasya et Niksar aujourd'hui, étoffent leurs forces, protègent la région des raids turcs, le tout avec le soutien, plus ou moins forcé ou négocié, des aristocraties et populations locales qui préfèrent toujours ces défenseurs efficaces sur place au lointain contrôle byzantin incapable de les protéger. Bref, une belle petite principauté normande. Du coup, Mikhaël VII et son conseiller Niképhoritses veulent une fois de plus se débarrasser du gênant normand, ce qui a été plus ou moins bien vu d'ailleurs par les chroniqueurs byzantins, certains hostiles aux Doukaï, comme Ataléiates, disant qu'il aurait mieux fallu maintenir cet état tampon normand efficace entre eux et les Turcs, plutôt que de s'obstiner et s'épuiser à essayer de le faire disparaître. Ataléiates accuse même ouvertement le basileus de préférer voir les Turcs gérer les affaires romaines plutôt que de voir les Francs s'établir quelque part et y repousser les Turcs. Une accusation qui, encore une fois, est assez facile à formuler a posteriori. Bref, pour vaincre Roussel, Mikhaël VII, dont le pouvoir est de plus en plus faible et menacé, cherche avant tout à s'appuyer sur des officiers loyaux, ce qui se fait de plus en plus rare.
Il envoie donc en 1074-1075 d'abord Niképhoros Palaiologos, le premier connu de la famille qui de 1261 à 1453 va diriger l'Empire, un général donc qui a toujours été fidèle aux Doukai. On lui confie donc 6000 Alains, peuple des steppes que j'évoquais tout à l'heure, qui ont été recrutés en Géorgie, avant de marcher sur Roussel avec eux, mais où les Alains vont précisément faire majoritairement défection, et où donc le général est vaincu. Et c'est donc là que Michael confie, toujours en 1074-1075, le soin d'arrêter Roussel à l'un des rares qui répondent encore présents, Alexios Komnenos. Mission impossible un peu, déjà parce que confier une telle tâche à un ado de 17-18 piges, ça montre qu'on en est vraiment à racler les fonds de tiroir niveau loyauté. Mais en plus, il n'a guère de troupes à mettre dans la balance, encore moins que d'habitude. Alexios part donc pour la principauté de Roussel, récupère en route quelques-uns des Alains restés fidèles à Niképhoros Palaiologos, et avec au mieux 1 millier d'hommes, arrive à Amasseia, l'une des 2 principales cités alors inféodées à Roussel. Son but est simple, d'une part convaincre les habitants de la région d'arrêter de payer leurs impôts aux Normands, et de l'autre pratiquer une guérilla permanente pour harceler les Normands, sachant qu'une bataille rangée ce serait effectivement une branlée. Et surtout, il cherche à monter une alliance avec un seigneur turc alors dans le coin, un certain Toutache, contre Roussel. Alors d'aucuns y ont vu Toutouche, évidemment, le frère de Malik Shah, qui ne sera envoyé en Syrie qu'en août 1075, donc pourquoi pas, surtout si son lieutenant Hortor est lui aussi dans le coin. Le truc, c'est qu'il faut négocier sec, parce que Roussel aussi cherche à s'allier à ce Toutache. Mais Alexios, malgré son jeune âge et s'il faut croire des sources qui évidemment le brossent dans le sens du poil, est déjà assez bon à ce petit jeu. Il réussit à convaincre Toutache qu'arrêter Roussel, ce serait arrêter un hors-la-loi dangereux pour les 2 souverains légitimes de la région, l'empereur et le sultan. Bon, et aussi en lui disant qu'il va en tirer un maximum de pognon, évidemment. Résultat, Toutache s'empare effectivement de Roussel, alors que celui-ci est venu négocier dans le camp du Turc, a priori. Léger problème, c'est qu'Alexios a beau avoir promis des monceaux de thunes du généreux et puissant Basileus, dans les faits il roule clairement pas sur l'or, et Constantinople est loin. Il essaye donc de faire raquer les habitants d'Amasseia, qui sont encore fidèles à Roussel, hostiles au retour de la suzeraineté byzantine, incapables de les protéger donc, et qui menacent conséquemment de partir en émeute, malgré les trésors d'éloquence et de démagogie déployés par le jeune Komnenos pour tenter de les calmer. Mais bon, puisqu'il s'obstine, Alexios a une idée, En bon byzantin, il fait aveugler Roussel, que la population entend hurler face à son bourreau. Ouais, il va leur servir à quoi, le Normand, s'il y voit plus rien? Résultat, les habitants, d'abord choqués et navrés de voir réduit à l'impuissance un tel guerrier qui de fait ne pourra plus grand-chose pour eux désormais, finissent par raquer et accepter le retour de la suzeraineté impériale. Toutache est payé, Alexios récupère les places fortes occupées jusque-là par Roussel, et peut désormais rentrer à la capitale avec son prisonnier couvert de chaînes et bandages sanguinolents sur les orbites. En chemin, il passe d'ailleurs par la demeure familiale des Komnenoi, à Kastamon, où il est accueilli par un cousin, qui, apprenant qu'il a fait aveugler Roussel, pète allègrement un plomb et engueule Alexios. Mais pourquoi avoir privé l'Empire d'un tel général, espèce d'abruti? Et là, paf, coup de théâtre, Alexios, qui en a peut-être un petit peu marre de se faire enguirlander, retire le bandeau des yeux de Roussel, qui brille alors comme jamais. Non, il l'a pas fait aveugler, bien sûr qu'il peut encore être utile, c'était juste un moyen de faire pression sur la population. Reste juste à savoir comment Roussel a pu accepter de se prêter au jeu en hurlant face à son supposé bourreau. Bref, le Normand est livré à Michael VII, qui sans surprise évidemment l'enferme, visiblement dans un cachot, après l'avoir sans doute un petit peu torturé, et Alexios monte en grade, couvert de louanges. Mais la trêve ne durera guère, les rébellions éclatent à nouveau dans l'Empire à partir de 1077, derrière les 3 généraux que j'évoquais tout à l'heure qui lorgnent le titre impérial, Niképhoros Botaneiates, qui veut ça depuis 1068, Niképhoros Bryennios et Niképhoros Basilakios, ces 2 derniers notamment, comme dans les années 50, parce qu'ils n'avaient pas obtenu les titres qu'ils voulaient de l'empereur. Le Basileus et son conseiller Niképhoritses, désespérés, ne peuvent plus compter sur grand monde, à part les Komnenoi, et Alexios leur conseille donc de sortir Roussel de son cachot. On dit qu'il aurait alors dû monter sur les remparts de Constantinople pour convaincre les Francs de Niképhoros Bryennios de le rejoindre, mais sans succès. Ce qui n'est pas étonnant, je veux dire, à l'époque il pouvait donner envie, quelques années plus tôt, avec sa principauté normande indépendante. Mais là, à bosser pour un empereur fini, bof. Bref, Roussel est ainsi envoyé face à Bryennios aux côtés d'Alexios, qu'ils battent ensemble,
puis visiblement Roussel passe dans le camp de Botanéiates, ce qui pourrait indiquer qu'ils avaient déjà coopéré par le passé, notamment précisément quand Botanéiates, en 1074, avait laissé Roussel vaincre l'armée byzantine de Ioannes Doukas, sans intervenir. Dans tous les cas, ça sent tellement la fin qu'Alexios lui-même, après avoir proposé à Michael VII d'aller combattre Botanéiates sans que le basileus ne l'accepte, se méfiant, il finira par se rallier aux rebelles, qui d'ailleurs finit par prendre de facto le pouvoir en entrant dans Constantinople le 3 avril 1078, devenant Niképhoros III. Quant à Roussel de Bailleul, il mourra brutalement peu après, peut-être empoisonné par Niképhoritsès. Niképhoros III, lui, ne régnera pas bien longtemps non plus, puisqu'assez vite de nouvelles rébellions émergent, comme celle de Niképhoros Mélissénos. Je sais, ça fait beaucoup de Niképhoroi. Bref, lui c'est un général qui est resté fidèle à Michael VII en 1077, et contre lequel le nouveau Basileus enverra à nouveau Alexios, avant que celui-ci ne se rebelle à son tour en 1081 et ne le renverse. Mais tout ça, on le verra plus tard, en détail, dans la vidéo que je veux faire sur Alexios, justement. Ce qu'il faut retenir en revanche, c'est que toutes ces rébellions en fort peu de temps, et alors que l'Empire manquait de forces armées, se sont beaucoup faites avec le soutien des Turcs, qui s'implantent dès lors plus concrètement en Asie mineure. Botanéiates, par exemple, s'était allié pour sa rébellion à Suleiman ibn Qutulmush, le futur fondateur du sultanat de Roum, qui était d'abord centré autour de Nicée, Nicaïa, une ville byzantine qu'on lui a probablement précisément confiée dans le cadre de ses rébellions byzantines. Voilà camarades, ça fait très longtemps, quasiment depuis le début de la série sur les croisades, que je voulais vous parler de Roussel de Bailleul et de ces Normands qui, avant Bohémond, avaient déjà tenté de la faire à l'envers aux Byzantins en Anatolie. Et avec cette nouvelle catégorie de vidéos plus faciles à produire, c'est enfin l'occasion, à plus forte raison que tout ça nous sera aussi très utile dans le cadre de ce qu'on veut faire sur le règne d'Alexios. Vous maîtrisez désormais mieux, et moi avec, le contexte avant son arrivée au pouvoir. En effet, on résume ainsi assez souvent « les Turcs envahissent l'Asie mineure, paf Manzikert, pauvres Byzantins rempart du monde chrétien face aux fanatiques musulmans ». Mais ce serait oublier plein de choses. Déjà, que conquérir autant de territoires en si peu de temps comme le font les Byzantins au Xe-XIe siècle, ça a un prix derrière. C'est compliqué à maintenir ensuite, financièrement, militairement, administrativement, etc. Ensuite, que les Byzantins se sont quand même pas mal cassé la gueule à cause de leurs propres dissensions politiques, tandis que des seigneurs locaux, souvent d'anciens officiers, parfois d'origine étrangère, comme nos Normands ou comme l'arménien Philaretos Brachamios, en ont profité pour créer des principautés locales, plus ou moins indépendantes de ce qui restait du pouvoir central. Philaretos, par exemple, il s'est peut-être moins rendu indépendant à Antioche et Édesse, qu'il n'était simplement complètement coupé du reste de l'Empire et tenait donc comme il pouvait en fonction des rares infos qu'il recevait. À plus forte raison que c'était un officier de Romanos Diogenes, donc le pouvoir des Doukaï c'était pas trop son truc. Et enfin, que les Turcs n'ont pas cherché avant longtemps à s'emparer de l'Asie mineure, se contentant d'y faire des raids, de tirer des rançons, de profiter des pâturages, de fuir le pouvoir central seldjoukide, cherchant à leur mettre le grappin dessus, et ne se retrouvant à occuper leur première cité et région anatolienne, qu'une fois que les différents aristocrates byzantins, en mal de mercenaires, concluront des alliances avec eux pour soutenir leurs propres desseins politiques. Et ce, comme ces aristocrates avaient l'habitude de le faire avec les Normands, les Pétchénègues, les Arméniens, les Alains, les Russes, les Uzes, etc., ce qui, avec les uns comme les autres, s'est quand même très souvent retourné contre eux, et comme ça leur sera définitivement fatal au XIIIe siècle dans le cadre d'une énième crise de succession. Ainsi, Alexios IV Angelos, arrière-arrière-petit-fils d'Alexios Ier et fils du basileus Isakios II Angelos, cherchera, après avoir été écarté du trône par son oncle, à engager les croisés désargentés de la 4e croisade pour reprendre son trône, en échange de 200 000 marques d'argent et de 10 000 combattants pour la croisade. Mais finalement, comme d'habitude, presque aussi désargentés qu'eux, ces belles paroles n'aboutiront qu'au désastre de la prise de la ville par les croisés en 1204, et l'établissement de l'Empire latin de Constantinople pour 57 ans. Les Romains d'Orient, via la famille Palaiologos, reprendront certes alors en 1261 leur capitale en bonne partie en ruine et quasi abandonnée par les Francs, encore plus mauvais gestionnaires qu'eux visiblement, et restaureront certes l'Empire, mais il ne sera plus désormais que l'ombre de lui-même, s'associant toujours plus, pour sa survie, là aussi comme leurs ancêtres avant eux, aux ambitieux pouvoirs militaires voisins, toujours avides du prestige romain, les Bulgares, les Latins, les Seldjoukides de Roum, puis les Ottomans, jusqu'à ce qu'il n'y ait finalement plus d'autre issue que la prise de la grande cité par ces derniers en 1453 et la fin de l'Empire qui de toute façon ne dépassait plus guère les murailles de Constantinople.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir en discuter dans les commentaires, par mail, sur Instagram ou sur Blue Sky. Je réponds pas toujours beaucoup parce que je sais pas trop faire ce genre de choses, c'est un peu curieux. Mais bref, n'hésitez pas à venir en discuter quand même. Je m'efforce de répondre quand je peux, autant que je peux, mais en même temps quand je réponds à quelqu'un, après je me dis oui mais il faudrait que je réponde à tous les autres. Du coup je vais dire mais je ne peux pas répondre à tous les autres, du coup c'est toujours compliqué. Oui, je suis un peu fatigué, je crois que j'ai dormi 2h30 avec la chaleur. Merci évidemment énormément à celles et ceux parmi vous qui soutenaient financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Ulule. Si vous en avez vous aussi l'envie et les moyens, vous pouvez faire un don sur l'un de ces deux sites, ça permet de faire vivre le projet, de me faire vivre avec, de choper du matos, des bouquins, des trucs, etc. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, c'était très bien à plusieurs égards de la faire pour plein de raisons, parce que ça permettait un peu de parler de Normands, donc ça c'est assez rigolo, surtout des Normands qu'on imagine assez peu souvent comme ça à la cour de Constantinople, enfin, en tout cas pas avec des exemples aussi concrets que cela. Ça permettait donc de contextualiser ce qu'on veut faire sur Alexios, ça permet de contextualiser ce que j'aimerais faire sur le sultanat de Roum, ça permet de contextualiser un peu plus et autrement l'arrivée de la première croisade, etc. C'était aussi pas plus mal parce que ça m'a permis de m'atteler un petit peu plus à l'iconographie byzantine, l'iconographie normande, ce qui nous sera utile aussi pour la saga de Sigurd, qui est donc toujours tournée et que je vais monter après ça, qui sortira soit au mois d'août, soit à la rentrée, je vais voir. Le bestiau fera quand même 2h30, hein. Donc c'était cool de pouvoir me pencher un peu plus sur l'iconographie byzantine et normande. Le format marche toujours pas trop mal en termes d'investissement de temps, puisqu'en soi, bon, certes, j'ai été pas mal malade, mais sans ça et sans l'iconographie qui m'a pris un peu de temps, mais que de toute façon, voilà, une fois que c'est fait, ça sert pour plein d'autres vidéos, donc c'est l'avantage. Mis à part ça, en soi, je pense que l'étude, l'écriture, le tournage et le montage de cette vidéo là sur Manzikert, les Normands, les Byzantins et Seldjoukides de l'Anatolie au XIe siècle, ça a dû prendre dans les 10-15 jours, donc c'est pas dégueulasse, hein, franchement, j'essaie de me restreindre un peu sur l'écriture, sur le fait de la fignoler, etc., d'aller un peu plus vite, et en même temps, voilà, j'ai lu de très bons bouquins là-dessus, ceux de Bayhammer, ceux de... j'oublie là, parce que je suis complètement éclaté, mais de toute façon, vous aurez la biblio. Mais bon, ceux de Bayhammer, ceux de... C'est le monde byzantin, oui, c'est un livre célèbre, Chenet, c'est ça, monsieur Chenet, byzantiniste français réputé, et plein d'autres trucs, etc. La thèse aussi que j'avais lue il y a longtemps de Sungul Mejit sur le sultanat seldjoukide de Roum. Évidemment, les travaux de Andrew Peacock sur, c'est ça, Peacock, oui c'est ça, sur les Byzantins, non pas sur les Byzantins, sur les Seldjoukides, sur les grands Seldjoukides, etc. Puis d'autres des articles, des machins, des trucs sur Roussel, etc. Sur Crispin et Hervé. Voilà, donc c'était bien chouette. Ça a été pas trop long à faire, même si voilà, il y a eu un peu de délai parce que entre les canicules, j'ai été un peu malade, j'ai chopé, je sais pas, une petite merde passagère. D'ailleurs, vous voyez que je tousse encore. Mais voilà, donc je suis content, si cette vidéo vous plaît, je suis content de l'avoir produite parce qu'encore une fois, elle va être utile pour poser plein de choses pour la suite. Puisque même en soi, elle va permettre de contextualiser un peu aussi la saga de Sigurd, qui elle-même est une sorte d'énorme contextualisation de ce qu'est le XIe siècle, de ce que va être le XIe siècle après la saga de Sigurd. Enfin voilà, on continue dans ce délire de parler du Proche-Orient, du Moyen-Orient, de la Méditerranée au XIe siècle. Voilà, sur ce, quelle autre nouvelle? Non, bah voilà, ce saga de Sigurd, ça va venir, je sais pas exactement quand, parce que pareil, il va falloir que je travaille sur l'iconographie, scandinave, ça j'ai pas encore fait, et je n'ai toujours pas d'illustration pour Sigurd, donc il va falloir que je me creuse un peu les méninges. Beaucoup de cartographie à faire aussi, ça va être un peu longuet. Je pense que je vais lancer un petit format sur Instagram, un format assez régulier, facile à faire, et qui permettra éventuellement de donner envie à des gens là-bas de venir approfondir ici sur la chaîne. Petit format où en gros, je n'ai pas encore trouvé de titre assez convaincant pour le format, mais en gros c'est le principe de dire, en fait, à chaque fois on va parler d'un médiéval, la plupart du temps occidental, qu'on retrouve très très loin de chez lui. Alors on pourra parler, là par exemple, on pourrait parler d'Obadia, parce que Obadia c'est un bon exemple de ça. On pourrait parler d'Hervé, ce fameux potentiel breton qu'on retrouve en Anatolie. Bref, voilà,
Vous, encore une fois, qui regardez ces vidéos, ce ne sera pas un format pertinent pour vous, parce qu'en fait, ce que je dis là-bas, enfin, ce que je vais dire là-bas, je le dis déjà ici de manière plus approfondie. Mais voilà, je pense que je vais lancer ça pour montrer que voilà, le Moyen-Âge, ce n'est pas que des connards qui ne connaissent rien d'autre que leur village et même pas celui d'à côté. C'est généralement plus complexe que ça, plus poreux que ça. Et pour le post Sigurd, bah, je sais pas, j'imagine qu'on continuera vers Alexios, vers Baudouin, vers Tancrède. Je garde toujours en tête tous les trucs que j'ai pu proposer, que ce soit Raban Saoma, que ce soit les Barbaresques, que ce soit tous ces trucs-là. Et on continuera aussi pour publier plus régulièrement, donc ce format plus court, plus facile à produire. Je mets toujours des guillemets parce que c'est encore à rôder, hein. Je veux dire, caser ça en 2 semaines, c'est pas mal, mais il faut le maintenir. Là, j'ai fait beaucoup d'illustrations, mais c'est aussi parce qu'en fait, non, c'est trop important l'illustration, que ce soit la cartographie, que ce soit l'iconographie. C'est important quand on a à disposition une iconographie d'époque, ou plus ou moins, parce que là, les chroniques de Skilitses, dont j'ai tiré les enluminures byzantines, bah en soi, elles viennent de... Enfin, elles ont été faites au 12e, si je dis pas de conneries, 11e, 12e, 12e, elles ont été faites au 12e, donc elles sont relativement proches de la période qu'on veut illustrer, même si elles sont abîmées pour la plupart, ces enluminures, et qu'une bonne moitié, voire plus, comment dire, de ces enluminures est assez moche, et j'ai donc pas employé, même s'il y avait plus de détails et plein de trucs, il y avait des mecs énuclés et tout, très sympa. Mais bon, elle était quand même un peu moche, donc je vais préférer utiliser l'autre moitié plus stylée, celle que vous avez vue. Et encore, il y en a plein que je n'ai pas utilisé. Tandis que la tapisserie de Bayeux, c'est l'avantage, c'est strictement contemporain à ce qu'on vient de raconter. Donc pour illustrer des Normands, il n'y avait pas mieux. Mais bref, je digresse, je suis fatigué. Non, voilà, qu'est-ce que c'est quoi Oui, non, voilà, c'est important d'utiliser, je pense, l'iconographie précise quand on peut, pour montrer ces choses-là, plutôt que de ne pas illustrer. Je sais pas, je trouve que ça invite plus au voyage, et en même temps, est-ce que c'est indispensable? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'en défaire. Je pourrais très bien faire beaucoup plus, je pourrais publier beaucoup plus si je n'illustrais pas, mais je pense que ça me frustrerait terriblement de ne pas illustrer. Donc je préfère quand même illustrer. Voilà. Sachant qu'à chaque fois que je m'occupe et que je prépare, on va dire, une illustration, il faut se dire qu'elle sera désormais facilement utilisable pour toutes les vidéos qui suivent. Donc en soi, c'est toujours un investissement de temps, mais c'est rentable, entre guillemets, dans le temps long. Et sur ce, écoutez, voilà, vous avez un potentiel aperçu de la suite, donc Sigurd est 2h30, j'ai un peu peur, et on verra après, hein, tout simplement, et sinon, voilà, passez un bon été, chaud, mais bon été quand même. Ciao.